Je dirais que pour tout le monde, même ceux qui sont pas dans la recherche ou dans n'importe quel aspect de votre vie, je vous invite à écouter activement des conversations, même si elles vous semblent inaccessibles. Par exemple, ça peut être des débats politiques à table, votre mère qui parle avec une collègue d'un sujet ultra pointu de son boulot. Faut pas céder à la facilité de retourner sur son téléphone ou d'aller faire autre chose en disant de toute façon, moi, j'y comprends rien. Il faut essayer. Parce qu'en fait, si vous comprenez pas, vous avez qu'à poser des questions. J'ai une très proche amie qui met souvent à la fin de ses présentations la phrase « Celui qui pose la question est un imbécile pendant 5 minutes, mais celui qui ne demande pas reste un imbécile pour toujours. » Dans l'immense majorité des cas, si la personne, elle est vraiment passionnée en face, elle vous expliquera. Elle appréciera votre curiosité. Elle se fera un plaisir de vous expliquer. Ça veut pas dire que vous comprendrez tout ce qu'elle va vous expliquer du premier coup, mais c'est déjà un début. Et si la personne, elle veut pas vous expliquer, changez de fréquentation. C'est pas grave. Bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, après cette jolie nouvelle du début du mois d'avril. En effet, les lauréats du prix d'Alembert 2024 ont été annoncés. Il s'agit d'un prix qui vise à encourager la diffusion de la connaissance des mathématiques vers un large public. Cette année, c'est la compagnie de théâtre Terraquet qui produit des spectacles à sujet mathématique et organise le festival Math en Ville qui l'a remporté. Bravo à eux pour cette récompense amplement méritée. La belle surprise, pour moi, qui avait candidaté en toute honnêteté sans trop y croire, c'est d'avoir découvert dans le communiqué de presse de la SMF que, bien que n'ayant pas gagné, le jury tenait à adresser ses félicitations et encouragements au podcast Tête à Tête Chercheuse. Une marque de reconnaissance qui m'a particulièrement touchée. Donc, un grand merci à eux et elles. Je tenais à partager ça avec vous dans cette intro, car dans mon dossier de candidature, j'ai glissé des avis d'auditeurs et auditrices que j'ai recueillis sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux et des mails de soutien que j'ai reçus lors de mon appel à témoignage. J'ai été très touchée par vos mots pour décrire le podcast, donc j'en profite pour vous remercier à nouveau et tout simplement pour vous remercier pour vos écoutes également. Mais trêve de bavardage, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jade Nardi, chargée de recherche au CNRS, en poste à l'IRMAR, Institut de recherche mathématique de Rennes. Jade a la particularité de faire des maths que, de prime abord, je rangerais sans la moindre hésitation dans la case maths fondamentales. Elle fait de la géométrie algébrique. Pour autant, elle est capable de faire le lien entre les formes géométriques qu'elle étudie et des problèmes très concrets de la vie de tous les jours. Je trouve que c'est une vulgarisatrice hors pair. Et, après écoute de cet épisode, je vous garantis que vous comprendrez pourquoi, quand un CD est rayé, on peut quand même continuer à le lire, comment marche un QR code dans les grandes lignes, ou encore comment consulter une information sur un serveur informatique en toute confidentialité. Vaste programme. Comme toujours, on reviendra également sur son parcours, de sa classe préparatoire à Marseille, à son master et sa thèse à Toulouse. Dans sa carte blanche, Jade nous explique, à nouveau de façon brillante, pourquoi écouter pendant 1 heure des exposés auxquels on ne comprend rien au bout de 10 minutes est crucial et loin d'être une perte de temps. Cette conversation m'a vraiment régalée et c'est un plaisir de vous la partager. À votre tour donc de faire la connaissance de la passionnante Jade. Bonne écoute. Alors, donc j'ai vu que tu as de l'eau et du thé. J'ai de l'eau, du thé, non. Voilà, parfait. Voilà. Donc n'hésite pas à boire, etc. Okay. Parce que ça, de parler autant des fois. Ouais, surtout avec la voix un peu fatiguée. Ça, là. Exactement. Ok, bon écoute, on va démarrer alors. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jade Nardi, chargée de recherche CNRS en poste dans l'équipe Géométrie et algèbre effectif à l'IRMAR, Institut de recherche mathématique de Rennes, à l'Université de Rennes 1, un endroit auquel je suis passée pendant quelques mois durant mon postdoc. Donc, avec Jade, elle fait partie de ces invités avec lesquels on ne se connaît pas du tout. Je suis tombée sur ton profil, Jade, donc en fouillant le web, quand j'étais à la recherche de nouveaux potentiels invités. Et donc, quand j'ai vu ton profil, ça m'a intéressée, je t'ai contactée. On a échangé, et donc après notre échange, tu as gentiment accepté mon invitation à participer au podcast, donc je te remercie. Merci à toi pour l'invitation.
Merci, avec plaisir. Hâte de te découvrir et de découvrir ton domaine sur lequel je vais dire un petit mot juste après. Donc, c'est chouette de pouvoir parler de maths un peu différentes pour une fois en ta compagnie. Donc, on va y venir, mais avant ça, on va commencer par revisiter ton parcours. On fait un bond dans le temps et on revient en 2010 au lycée Notre-Dame de Sion à Marseille. Donc, est-ce que tu peux nous dire le bac que tu as passé et pourquoi tu avais choisi cette filière? Je pense qu'il y a très peu de suspense. Tu vas faire Ouais, c'est vrai que là, le suspense est à son comble. Ouais. Donc, j'ai fait un bac scientifique B-maths. Voilà. Alors, le bac scientifique, ça s'imposait un peu avant. Enfin, bon, moi, j'ai toujours été bercée plus sciences que sciences humaines. Ça, c'est clair. Il y a quand même le côté, on fait un bac scientifique parce que voilà, c'est la voie royale, n'est-ce pas? Donc, ça, c'était vrai à l'époque. Je sais pas comment ça se situe maintenant avec les réformes du bac, mais voilà. Donc spécialité maths parce que c'est ce que je préférais vraiment. La biologie ne m'intéressait absolument pas. Tout ce qui est sciences de la vie et de la terre, c'était un calvaire pour moi. Et la physique, j'avais déjà, je pense à l'époque, cette sensation qui sera encore plus forte en prépa, de les maths sont faites n'importe comment en physique. Et vraiment, ouais, c'est vraiment en fait, il y a un côté. Nous, on aime bien les matheux, ce qui se passe à l'infini, un comportement bien précis, à un endroit. Et il y a un côté en physique, bah, si c'est la vraie vie, bah, c'est que ça arrive, on n'a pas à s'embêter avec ce qui se passe à l'infini, les cas particuliers et tout. Alors que nous, les cas particuliers, c'est notre vie, quoi. On passe notre temps à étudier des cas particuliers. Et donc, c'est la raison pour laquelle, de façon totalement logique, je suis allée en PCSI après. C'est pas du tout logique. Effectivement, là, il y a un petit truc un peu bizarre. Voilà. Alors, avant qu'on aille sur ta prépa, on va développer un peu, parce que vraiment, là, tu m'intrigues. Ouais. Quel était ton rapport aux mathématiques dans le sens où, est-ce que déjà, en dehors du lycée, tu cherchais à lire de la littérature autour des maths? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et je suis un peu épatée par les gens qui faisaient ça. Non, enfin, ça avait une logique strictement utilitaire, avoir des bonnes notes. Ça m'intéressait. Enfin, je veux dire, c'était facile pour moi. Il y avait clairement un aspect facilité, on va pas se mentir. Après, en terminale, je me rappelle de ma première fois où je me suis dit, oh, les maths, c'est quand même marrant. C'était le cours sur les complexes. La prof de maths, je crois que c'était Madame Dumaine, si c'était exactement son nom, qui nous racontait, en fait, je crois que c'est Cartan qui a introduit les complexes pour résoudre une équation du second degré. C'est-à-dire de se dire, je cherche des équations, ou du 4e degré, je cherche des solutions réelles d'une équation de degré 4. Et à un moment, en fait, je résous un truc qui passe par les complexes, alors que mes solutions, elles sont réelles. Parce qu'à un moment, j'ai besoin d'un truc dont la racine carrée fait -1. J'en ai besoin, je l'introduis et tous mes calculs marchent. Et elle nous avait raconté ça en sortant l'équation et tout team. Et c'était super impressionnant, quoi, de se dire, pendant toute ta vie, on te dit, attention, un carré, c'est positif. Exactement. Tu retiens bien qu'un carré, si c'est -1, ça peut pas être un carré. Et là, il y a quelqu'un qui s'est dit, viens, on s'en fiche. On dit qu'il y a un nombre dont le carré il fait -1. Et là, tous tes calculs fonctionnent parce que tu as le droit de multiplier, tu as le droit de diviser, tu fais tout comme d'habitude, et paf, tu as la solution à ton problème. Et je me rappelle que c'est la première fois, je pense, dans ma vie que je me suis dit, oh, les maths, c'est quand même marrant, quoi, d'avoir une idée de ce genre-là. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est joli, c'est joli. Jolie anecdote, j'aime bien. Donc, tu as l'air de dire que ça se passait bien pour toi, les maths à ce moment-là. Est-ce que tu savais qu'on pouvait en faire son métier par la suite Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Et tu connaissais les métiers de la recherche ou? Non, pas du tout. Donc après, mes parents sont quand même cadres. Mon père est informaticien, ma mère est professeure, donc je suis pas non plus, j'ai pas évolué dans un milieu où les professions intellectuelles semblaient hors d'atteinte. Ça, c'est clair. Mais par contre, chercheur en maths, je pense que je savais même pas que ça existait à l'époque. Je me disais ingénieur. Enfin, à l'époque, j'étais avec un mec qui était particulièrement carriériste et qui déteignait très fort sur moi. Quelqu'un qui voulait réussir dans la vie avec tout ce que tu mets derrière, réussir de façon cohérente dans un monde capitaliste, disons. Voilà. Et donc, il y avait le fait de faire du fric. Et faire du fric, c'est faire de grandes études, aller dans une bonne école et voilà.
Ok, donc tu te projetais naturellement dans ça toi aussi. Exactement, sans réfléchir. Après, pendant toute ma trajectoire d'études, je ne me suis que très rarement dit je vais devenir chercheur en maths. Je pense que je me le suis dit en postdoc, quoi. Ah oui, c'est arrivé assez tardivement. Ouais, voilà. On se dit, ok, je suis à peu près sûre et encore, ça dépend des matins. Faut pas trop me demander si je suis sûre de vouloir rester chercheur. Mais j'ose espérer que c'est pareil pour tout le monde dans n'importe quel métier parce que voilà. Ok, donc tu les connaissais pas et tu te projetais plutôt donc dans des carrières quand même plutôt scientifiques, ingénieurs, Oui, mais ouais. plutôt orientées sur le côté les débouchés que ça t'ouvrait, quoi. Ouais. Mais même, je vais te dire, en terminale, j'avais aussi hésité à partir dans une école de dessin. Je suis très jeux vidéo et me dire faire voilà de la 3D pour des jeux vidéo. Enfin, c'était vraiment pas clair, quoi. Je suis allée en prépa par défaut en me disant, je sais pas quoi faire de ma vie. Je vais me fermer le moins Et de oui. portes possible dans le domaine des sciences. Je vais aller en prépa. Mon mec de l'époque allait en prépa et je me suis dit, bah allez, je te suis, quoi. Enfin. Ouais, voilà, c'est ce niveau-là de cheminement de carrière. J'espère que les auditeurs et auditrices vont trouver ça inspirant parce que voilà. Bah, oui, dans le sens où t'es arrivé là un peu par hasard, tu savais pas où tu voulais aller et finalement t'as C'est trouvé ça, ton chemin et t'es épanoui là où t'es aujourd'hui. Donc et puis ça exactement. correspond à beaucoup de gens en fait, hein, quand même. Ouais, j'ose espérer. Ok, donc écoute, parfaite transition. On est maintenant en 2010. Donc tu es aux classes préparatoires au lycée Thiers à Marseille. Ouais. Et donc Mhm. là, très étrange, tu nous as un petit peu dit ça tout à l'heure, mais maintenant on va quand même essayer de creuser un peu. Tu choisis PCSI, donc PCSI, je rappelle pour les auditeurs, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Donc les maths ne sont pas prédominants là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors bon, le M est caché, faut Il y être en a honnête. quand même, Hein. c'est sûr. Il y a bien 6 heures de maths par semaine. J'ai plus le nombre exact d'heures, mais il y en a quand même pas mal. Et en fait, la réponse, elle est toute simple. À l'époque, la PCSI avait de meilleurs résultats que la Mmh, MPSI à tiers. d'accord. C'est pour te dire, c'est vraiment ce niveau d'utilitarisme, quoi. Oui, je comprends. Et donc, je suis allée là en me disant, il y a encore un nombre d'heures incalculable de maths en PCSI. Les sciences de l'ingénieur, bah, je voulais devenir ingénieur, donc c'était logique en Ouais. fait. Et donc, bah, on verra bien. De toute façon, ça ferme pas de porte. Ok. Et donc, attends, t'es arrivé aux classes prépa, mais juste, on n'a pas évoqué comment est-ce que t'as entendu parler des classes prépa. Bon, j'imagine avec des parents qui font des professions intellectuelles, c'est quelque chose. Bah, c'est une bonne question. Je pense que notre lycée en fait nous en parlait. Et comment est-ce que t'as choisi ta prépa? Parce que quand on veut faire une classe prépa, il y a beaucoup de choix possibles. Bah, essentiellement, je ne voulais pas changer de ville. En D'accord. fait, je me disais que ça allait être suffisamment compliqué comme ça, la prépa. Et si tu as l'opportunité de pouvoir rester dans ta ville, que t'as pas à t'ajouter le fait de devoir faire à manger quand tu rentres le soir, devoir avoir une nouvelle vie sociale, enfin, s'occuper de choses dont tu dois t'occuper quand tu vis seul, Ouais. c'est quand même s'enlever un lourd fardeau. Ouais, je comprends complètement. J'avais fait le même choix, donc ça me parle. Et puis je m'entendais bien avec mes parents, ça me dérangeait pas de vivre avec eux. Enfin, voilà. Ok. Et alors donc, cette période en prépa, comment est-ce que toi tu l'as vécue? Parce que la prépa, c'est vraiment pas le même ressenti d'une personne à l'autre. Pour toi, comment ça s'est Ah ouais, passé? alors, c'était pas un agréable moment, clairement pas. Non, alors en fait, notre prépa faisait aussi lycée comme pas mal de prépas. Et en fait, déjà, donc j'arrive, j'ai changé de lycée pour aller dans cette prépa. Et on arrive et le premier jour, en fait, on nous fait comprendre que les 2 tiers de la classe, ils étaient déjà dans ce lycée et que eux, ils ont fait une terminale plus, quoi. Mmh. En fait, eux, ils ont déjà fait le tiers du programme. Donc, t'arrives, toi, t'as fait ta terminale normale, quoi. Voilà, toi, t'as pas eu d'ajout. Et on te dit, bah, en fait, les gens autour de toi, eux, ils ont de l'avance. Mais donc, du coup, on a bien vu une grosse différence entre le premier et le deuxième trimestre. Au premier trimestre, c'était que des étudiants qui venaient de ce lycée, qui avaient les premières places. Et ils se sont fait tous détrôner, quoi. Oui, Enfin, quand vous moi, je pense avez eu que le temps c'était de rattraper un peu. exactement. En fait, moi, je pense que c'était pas du tout leur rendre service, avec le recul, hein, de leur dire: «Tenez, un tiers du programme qui est fait en plus». Ils ont pas appris à travailler parce qu'en fait, je pense que quand on n'a pas connu la prépa, on ne se rend pas compte de l'écart de travail que ça demande. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai survolé le lycée sans quasiment travailler, hein. Vraiment, faut être honnête, j'avais des facilités. J'écoutais en cours, ça me suffisait presque.
Et en fait, en prépa, ça suffit pas, quoi. Enfin, c'est monumental, la charge de travail que ça demande. C'est pas toujours gratifiant. Les heures de colle, j'ai des souvenirs d'heures de colle absolument horribles. Mais par contre, moi, je suis convaincue que c'est beaucoup plus facile de réussir en prépa qu'à la fac. Parce que, il y a clairement un système de sélection naturelle pour moi à la fac où c'est toi qui dois t'imposer ta propre hygiène de travail. Alors qu'en prépa, t'as pas le choix. Et en fait, t'as des gens derrière toi. Tu n'es pas dans une promo de 500 ou de 1000 comme en un bio. Il y a quelqu'un derrière toi tout le temps. Pas forcément de la façon la plus bienveillante du monde, mais ces gens sont là. Après, moi, je pense quand même que ça dépend beaucoup des profils des gens aussi. Il y a des gens à qui le système de prépa, c'est contre-productif et ça les broie et ça les tétanise en gros et ils sont pas capables de faire quoi que ce soit. Et à la fac, ils ont moins de pression et du coup, ils peuvent s'organiser un peu différemment. Par contre, je suis d'accord avec toi que du coup, ça nécessite une maturité que tout le monde n'a pas. Exactement. C'est clair que si t'as la maturité, il n'y a pas de problème pour aller à la fac. Si t'en as pas et que t'as besoin de quelqu'un derrière toi, la prépa, c'est la solution de facilité. Je mets des guillemets qu'on n'entend pas dans le podcast, mais que moi je vois. Vraiment. Voilà. Ok. Et alors, un truc que j'aimerais bien développer, tu dis que essentiellement la différence, ça a été en termes de charge de travail. Tu as beaucoup augmenté ta charge de travail. Est-ce que tu penses que tu as également dû changer tes méthodes de travail? Eh ben, j'en avais pas avant, donc j'avais pas besoin de les changer. Non, vraiment. En fait, moi, ma méthode de travail consistait à expliquer autour de moi les cours. J'ai toujours fait ça, en fait. Ça marche bien, ça. Hein. Et ça marche du tonnerre. Je pense que je fais ça depuis au moins la 6e. En 6e, les profs, ils avaient instauré du tutorat. On mettait le meilleur élève de la classe avec le pire élève de la classe. Et c'était facile. Et j'étais vraiment le cliché de la première de classe. Donc, en fait, on me mettait toujours à côté de la plus mauvaise personne en classe. Et mon syndrome du sauveur, du Saint-Bernard scientifique, faisait que si je voyais quelqu'un à côté de moi qui comprenait pas, je me sentais obligée de lui expliquer. Et voilà. Et ça marche très, très bien, comme tu dis. Mais oui, il n'y a pas de meilleur moyen de se rendre compte si on a compris quelque chose ou pas que d'essayer de l'expliquer à quelqu'un. Parce que ça met en lumière les petits passages où attends, en fait, là, je sais plus. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, voilà, moi, j'ai fait ça pendant tout mon lycée. J'ai fait quelques fiches, je me rappelle, j'avais fait des super fiches en histoire que j'ai jamais lues. Voilà. Après, ceci étant, est-ce que c'est si grave? Parce que moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, pendant très longtemps, d'ailleurs, j'ai continué, je faisais des fiches. Certes, je les relisais pas toujours, mais le fait de faire les fiches, c'est ça qui me faisait apprendre, en fait. Parce que... C'est vrai. Non, mais c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu les fais en mode industriel, que tu fais que ça je sais pas moi, pendant 6 heures dans ta journée, tu vas pas me dire que tu vas retenir toutes les dates de la Seconde Guerre mondiale. Non, clairement pas. Surtout avec la mémoire que j'ai. Clairement pas. Donc, non, voilà. Donc, du coup, méthode de travail, j'en avais pas. Il a fallu en acquérir une, même si, en fait, c'est resté assez similaire. J'avais comme voisine de classe prépa une fille à qui on a dit quelque chose de délicieux. C'est que si elle était là, c'est parce que elle cochait 2 cases. C'était une fille, elle venait d'un bled paumé. Donc c'est sympa de se prendre ça en colle, voilà. Et en fait, malheureusement, elle faisait partie de la queue de classe de prépa. Ça veut pas dire qu'elle était mauvaise, parce qu'en prépa, on est quand même là tous pour une bonne raison. Mais donc, il y a pas à dire, elle galérait franchement. Et en fait, je travaillais avec elle. Et mine de rien, je pense que ça reste encore le cas. Moi, ce qui m'amuse le plus, c'est de travailler et d'expliquer des choses aux gens. Et ça reste le cas dans mon métier de chercheur, je pense. Donc, c'est resté ça, essentiellement. Ça, c'était 2010-2011. Et 2011-2013, plus de prépa. Licence de mathématiques à l'université d'Aix-Marseille. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir fait le choix de basculer de la prépa à la fac ? Alors, la raison officielle, c'est que le mec que j'ai choisi en prépa m'a largué mi-septembre 2011. Et en fait, déjà, donc, j'étais allée en PSI étoile, donc c'est pour dire à quel point
j'avais encore pas cette idée de faire des maths, quoi. Et donc PSI, c'était plutôt orienté physique, sciences de l'ingénieur. Sciences de l'ingénieur, voilà. Donc j'étais en PSI étoile et voilà. Donc au bout de, je sais plus, c'était moins d'un mois, j'arrive pas à me rappeler. Voilà, je me fais larguer de façon brutale de mon point de vue. Et en fait, je me suis dit bah c'est pas possible. En fait, j'ai pas envie de voir ce gars tous les jours. Tant pis. Et puis je me rappelle, donc voilà, une semaine de rupture, comme je pense tout le monde peut se reconnaître, à pleurer. Voilà. Donc, franchement, les exercices de physique, t'en as rien à faire, mais il y a quand même des cols. Et je me rappelle que je suis allée à une colle de maths avec mon professeur de maths de l'époque et j'ai eu 17. Pendant 1 heure, mes soucis s'étaient envolés, quoi. J'étais en train de faire des maths, je sais plus sur quoi, c'est de la continuité, je sais plus quoi. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je m'inflige encore de la physique? Vraiment, j'étais en cours, donc je souffrais émotionnellement, je souffrais intellectuellement. C'était de la souffrance de toutes parts. Et bon, bah, quand t'es tous les soirs en train de pleurer au milieu du couloir chez tes parents, ta mère te dit, fais autre chose de ta vie, ma fille. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Et donc, du coup, bah, je suis arrivée en deuxième année de licence. Donc l'année avait déjà commencé parce que ça faisait bien un mois que ça avait pris. Donc bonjour la fille bizarre qui arrive après un mois de rentrée. Et donc j'arrive comme ça un jour, je m'étais inscrite, j'étais allée voir le responsable de la licence qui m'avait gentiment dit mais vous savez en gros vous êtes en train de gâcher votre vie. Ah, ça fait toujours plaisir. Je suis oui bah écoute j'étais en train de gâcher ma vie mais il faut que je préserve ma santé mentale aussi. Et donc bah voilà, je suis arrivée en deuxième année de licence et bah je regrette pas du tout mon choix déjà parce que j'ai rencontré mon mari actuellement donc je pense que voilà, ça j'ai pas voilà. Et puis en fait, j'ai fait des maths totalement autrement. Et je me suis régalée en licence. Alors, je me suis bien ennuyée, faut être lucide. En deuxième année de licence, la moitié de ce que tu as fait en fait, tu l'as déjà fait en prépa. Mais en fait, il y avait d'autres mathématiques. Moi, j'ai découvert les mathématiques discrètes, la théorie des graphes et tout. Et je me suis régalée. C'est pas du tout en prépa, c'est pas du tout au lycée. Et c'était super. Et en fait, on découvre d'autres profs. On n'a pas toujours le même prof de maths. Même si j'adorais mes profs de maths de prépa, vraiment, je pense qu'ils sont responsables du fait que j'aime autant les maths. J'ai eu des super profs de maths en prépa. Très sympas, très cool. Mais voir d'autres profs qui sont en plus dans leur sujet d'expertise. Et ben c'était super intéressant. Et se rendre compte que les maths, c'était pas que de l'analyse ou de l'algèbre. Il y a autre chose. C'était super. Ok, bah, très bien. Et donc ça, c'était pour ta licence 2011-2013. Et donc 2013-2014, tu continues et naturellement, tu arrives en master de mathématiques. Donc au moment où tu t'y engages, là, donc on est à cheval, licence, master, au moment où tu décides de poursuivre dans cette voie, est-ce que tu as les idées plus claires sur le futur professionnel que tu projettes pour toi? Bah, je pense qu'il y avait quand même cette idée de quand même tenter le coup en recherche, déjà. D'accord. Notamment, j'ai tenté de faire, tu sais, le concours de 3e voie pour entrer aux ENS. D'accord. Comment parce t'en que as je me entendu suis parler? dit, bah, en fait, c'est quand j'ai quitté la prépa, mon prof principal m'a appelé en me disant t'es vraiment sûr de toi là parce que tu viens d'avoir 17 en maths en fait. C'était à peu près ça. Et il m'a dit bon bah de toute façon quitter la prépa c'est pas la fin d'une vie, tu peux tenter l'ENS en 3e voie. Donc je suis allée à la fac avec ça en tâche de fond en me disant je vais quand même tenter l'ENS en 3e voie. Donc quand tu le fais seul avec personne pour t'encadrer, c'est ultra difficile. Et donc voilà, je passe l'écrit uniquement pour Kerlan, c'était pas suffisant pour Cachan. Et là, je passe l'oral, une catastrophe. Je suis partie de Marseille, mais je suis allée en master en me disant, tu commences ton M1, tu verras ce qui t'intéresse le plus, parce qu'il y a le côté, les maths, c'est bien beau, mais c'est vaste. Et à l'époque, c'était pas clair ce qui m'intéressait en M1 dans les maths. Clairement pas de l'analyse, mais c'était pas clair, donc il fallait que je me fasse une idée un peu plus précise, et je voulais passer l'agrégation avant. Donc je me suis dit, on passe l'agrégation, et on voit après. Ouais, parce que l'agrégation, pour le coup, c'est vraiment un super moyen de balayer un peu tout ce qui se fait en maths et voir ce qui te plaît. Exactement. C'est exactement ce que je me suis dit. D'accord. Ok, donc c'est ce qui t'a poussé à passer l'agrégation? Oui, clairement. T'avais pas de visée d'utiliser le concours, c'est-à-dire d'aller enseigner? Non, vraiment pas. Même si j'aime beaucoup enseigner, j'avais pas envie d'aller enseigner en lycée. Ok. Mais après, c'était aussi une trappe de sortie.
de me dire, si la recherche, ça me plaît pas, Oui. aller enseigner au lycée des mathématiques, ça m'aurait pas dérangé non plus. C'était ton parachute. C'est ça, exactement. Pas doré, mais parachute quand même. Ok, donc écoute, toujours parfaite transition, 2014-2015, après ta première année de master, tu passes l'agrégation de mathématiques. Qu'est-ce que Oui. tu as pensé de ton année de préparation? Est-ce que tu as trouvé ça difficile ou intéressant Ouais. ou... Alors, je trouvais ça très. Je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie, même en Pareil. prépa. Voilà. Mais alors, par contre, je visais vraiment un bon classement. Moi, mon but, c'était pas juste de l'avoir, c'était d'avoir un classement qui était pas mauvais. Aussi pour faire un petit doigt d'honneur aux gens qui m'avaient dit vous aurez jamais ça. Donc il y avait ça qui était au fond en moi en disant j'ai quitté la prépa, mais quand même, j'arriverai à avoir mon agrég avec un bon rang. Et on n'était pas nombreux en prépa agrég, une vingtaine. Et pareil, le groupe était très très sympa. Et du coup, ouais, c'était dur. J'ai beaucoup travaillé, mais la plupart de nos profs étaient super intéressants, super motivés et tout. La plupart. Voilà. Mais non, franchement, j'en garde un bon souvenir de mon année de prépa à d'agrég. Ok, et donc ensuite, donc maintenant on comprend pourquoi derrière, bah, tu as continué, tu as fait un master recherche. Alors Ouais. maintenant on a envie de savoir, peut-être qu'en prépa agrég, tu avais réussi à savoir quel type de maths te plaisait plus que d'autres. Donc d'abord, première question, est-ce que quand tu es arrivé en master recherche, tu as fait des choix dans les maths que tu devais faire? Non? Non, mais pas du tout. Alors, mais c'est même pire. C'est-à-dire que moi, j'arrive en master 2 et j'hallucine du peu de charge de travail. Je viens de sortir Ah du bah ouais. M2 agrég où t'as cours de 8h à 18h. Le soir, tu fais tes développements, tu bachotes comme pas possible. Et là, on me dit, il y a 4 cours à suivre et au final, tu vas avoir même pas 16 heures de cours par semaine. Je me suis dit, il n'y a pas de souci, je vais faire tous les autres qui rentrent dans mon, dans mon truc parce que je sais toujours pas. Donc, je me suis quand même fait un cours sur des martingales, sachant qu'au premier cours, j'ai quand même demandé si l'espérance était linéaire. C'est pour te dire mon niveau. Voilà. J'ai cravaché, mais j'ai eu une bonne note là-dessus. J'ai quand même suivi un cours de distribution. Là, j'ai même pas tenté l'examen. Voilà, mais je me suis dit, faut comprendre ce que les gens trouvent aux distributions. Le cours était super, le prof était passionnant aussi. Donc ouais, j'ai suivi le plus de cours possible parce que pareil, j'étais pas décidée quoi. T'es à Toulouse en M de recherche? Ouais. Ah d'accord. Mais et ta prépa agrég, tu l'as fait où? À Marseille. Donc la première fois que tu pars, c'est pour aller faire ton M de recherche. Et pourquoi alors avoir choisi le M de recherche de Toulouse? Ah bah alors attends, est-ce qu'à l'époque c'était pas parce que je pense que mon mec de l'époque, qui est maintenant mon mari du coup, eh bien est parti en thèse à Toulouse. En fait, il n'a pas fait l'agrég lui. Donc on s'est rencontrés en licence. Et il n'a pas fait l'agrég, il est parti directement en thèse. Et moi, j'ai vraiment le principe de je ne sais pas choisir. Je pense que maintenant, tu peux t'en rendre compte. Le concept d'embarras du choix, pour moi, est vraiment un vrai embarras, tu vois. Et du coup, je laisse la vie choisir. Donc lui, il avait eu comme ça cette opportunité de faire une thèse. Enfin, il avait un stage dans le centre d'oncologie de Toulouse. Et donc, je l'avais suivi. Et le master de Toulouse était très bien. Mais voilà, c'est la première fois que j'ai quitté D'accord, Marseille. ok. D'accord, donc, et du coup, tu arrives sur ce master recherche. Donc, tu prends le plus de cours possible toujours. C'est ça. Parce que je sais pas choisir. Et alors, comment est-ce que ça se décante, cette histoire? C'est une bonne question. Alors, j'ai suivi 2 cours qui m'ont intéressée. Un cours, je crois qu'il s'appelle juste algèbre et géométrie, et un autre cours sur les courbes elliptiques. Et donc, algèbre et géométrie, il y avait un peu de théorie des représentations. Le prof était assez passionnant. C'était un grand nom aussi du domaine. Et à côté, tu avais ce cours de courbes elliptiques. Et là, je peux le dire, la personne en question ne m'en voudra pas, vu que c'était mon ex-futur directeur de thèse. En fait, il a fait ce cours, il y connaissait rien un mois avant. Pour les gens qui sont pas habitués à ça, ça peut peut-être les surprendre de se dire faire un cours de master dont c'est pas du tout c'est pas ta spécialité. En fait, quelquefois, ça t'arrive, quoi. Il y a des charges d'enseignement, personne peut les faire. Et il y a celui qui est pas capable de dire non, qui va se le farcir. Et donc, il a fait un cours
où, allez, j'exagère, mais 3 mois avant, il y connaissait quasiment rien, quoi. Donc vraiment, il a découvert des résultats et tu te retrouves à les expliquer peu de temps après. Mais en fait, son cours était quand même très intéressant. Tu sentais quelqu'un qui avait cravaché pour le faire et c'était cool. Mais j'avais ce choix entre ces 2 cours qui m'intéressaient. Le cours de l'expert qui t'expliquait un truc qu'il connaissait par-dessus la jambe et ce gars qui t'expliquait un truc dont il n'était pas expert mais qui avait mis tout son cœur. Et donc, j'ai approché les 2 pour un stage, tu sais, donc fin de M2, tu fais un stage de recherche. Je discute avec les 2 et là, tu te dis non, en fait, j'ai vachement plus envie de travailler avec celui qui fait des courbes elliptiques que l'autre. Parce que c'est j'ai une pas envie, aventure en fait. humaine aussi, la thèse. Exactement. Et c'était super. Alors en plus, il venait de commencer d'être partenaire dans une ANR. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce que c'est, donc ANR, c'est pour Aide nationale à la recherche. Et donc en fait, c'est un projet qui dure 4 ans. On te donne une enveloppe budgétaire, on te la donne. Faut candidater, hein, c'est difficile d'avoir ce genre d'ANR, soyons clairs, que les auditeurs et auditrices pensent pas que ce soit facile et qu'on te tente de 100 000 euros comme ça, cadeau. Pas du tout, tu fais des dossiers, machin. Mais donc, il était dans une ANR, qui était justement le lien entre géométrie algébrique et théorie de l'information et informatique. Donc, en fait, cette ANR, elle était avec des gens de l'INRIA Saclay, des gens d'Aix-Marseille, des gens de Toulouse, du coup. Et en fait, on se rencontre tous les ans, on se connaît. La plupart des gens, en fait, sont potes depuis des vingtaines d'années, mais ils sont aussi chercheurs. Et on se rencontre tous les ans et on fait des maths ensemble. Et il y avait vraiment le côté de, si tu viens avec nous en thèse, t'auras 0 problème de fric, tu pourras aller où tu veux, et en plus, t'auras un environnement de recherche avec des gens qui font ce que tu fais. Tu vois, déjà en thèse, moi je trouve que c'est quand même très solitaire. T'as le côté, même si t'as des co-bureaux avec qui tu peux discuter, des gens qui comprennent exactement ce que tu fais à un environnement proche, ça n'existe pas en fait. Il y a même un moment où toi tu passes tellement de temps dans ton truc que ton directeur ou ta directrice de thèse, ils peuvent plus vraiment te suivre en fait, parce que toi t'es à fond dedans. C'est très solitaire. Spécialiste. Exactement. Et je pense qu'il y a ça traumatise beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, ça, qu'à un moment c'est eux qui deviennent le spécialiste et voilà. J'ai vu des gens en thèse qui en souffraient particulièrement. Avec cette ANR, c'était vraiment un cadre super cool, avec certaines personnes que je connaissais déjà, parce qu'en fait, le monde est petit. Tu rencontres des gens que... J'ai suivi un cours de théorie de l'information en L3 à Marseille, et dans cette ANR, il y avait mon prof de théorie de l'information. Donc on se disait, c'est quand même assez fou, je suis à Marseille, il était à Rennes maintenant, la vie, un tout petit microcosme, en gros. Et donc, je me suis dit, bah allez, on est parti, on se lance dans ce truc. Et aussi, je pense que le truc qui m'a fait aller vers là, c'est des maths pour un but. J'ai un peu du mal, en plus en géométrie algébrique, on pourrait s'en étonner, j'ai un peu du mal de ce côté, faire des maths pour la beauté des maths. Ça m'amuse des fois, mais en fait, moi j'aime bien que les gens ils arrivent avec un problème un peu de la vraie vie, un truc qui les amuse eux, qui me disent, moi j'aimerais faire ça, est-ce que tu as une bonne structure qui fait ça et du coup, réfléchir en termes de problèmes. Et là, on était typiquement sur ça. Les gens de l'INRIA, c'était des informaticiens et qui arrivent avec des vraies problématiques d'informaticiens. Comment stocker des données sur des serveurs, machin, et faire ça de façon intelligente. Et paf, tu fais de la géométrie algébrique et ça répond à la question. Et t'as l'impression d'être un petit peu plus utile. Alors, pour moi qui suis une néophyte, là, pour le coup, en termes de géométrie algébrique, je suis au même niveau que les auditeurs et auditrices. Et c'est fascinant parce que, tu vois, je pense que les types de maths que je fais, comme je fais des maths appliquées à la physique, à la sociologie, les gens arrivent à voir directement les connexions. Mais géométrie algébrique et le côté, oui, ça a une utilité, une application, le pont en partant de la géométrie à l'algébrique à l'application est vraiment un peu plus difficile à conceptualiser. Alors peut-être que justement tu vas nous permettre de le comprendre un peu plus quand on va évoquer ta thèse, mais juste avant qu'on aille sur ce point, donc juste pour revenir sur le choix de ta thèse. Donc tu as ce prof qui a fait ce cours de courbe elliptique que tu as choisi manifestement plutôt pour des raisons humaines et pour des raisons aussi de confort, qu'on peut complètement comprendre. Mais du coup, son thème à lui, son vrai thème, c'était quoi? Puisque toi, tu l'as connu. C'était la géométrie algébrique. La géométrie algébrique, d'accord. Ouais. Ok. Et donc,
t'avais aussi, dans tes nombres courts, tu avais aussi fait de la géométrie algébrique et indépendamment. Eh ben non. C'était ça ma question. Ok, donc tu découvrais vraiment ça avec lui. Ouais, c'est ça. Wow. En fait, pendant le stage, j'ai vraiment passé à remontrer des petits théorèmes. Il y a un théorème un peu fameux en géométrie algébrique, c'est le théorème de Bézout, facile à énoncer. Donc, ce n'est pas celui de l'aspect maths d'arithmétique. C'est celui qui dit que si je prends une courbe de degré D et une autre courbe de degré D' sur le plan, quand je les intersecte, elles ont au maximum D fois D' point d'intersection. Donc, de droite, c'est des courbes de degré 1. Elles se rencontrent en O plus 1 point. Si je prends deux choses de degré 2, par exemple des cercles, je vais les faire se rencontrer en 2 points, mais si je les déforme un peu, que ça devient des ellipses, j'arrive à les croiser en 4. J'imagine que vous arrivez à le voir. Donc, j'ai deux ellipses, deux cercles un peu aplatis. Si je les positionne bien, j'arrive à les faire se croiser en 4 points, mais je vais pas réussir à plus. Une droite et un cercle, 2 points. Et ce théorème de Bézout, il est même un petit peu plus fort. C'est-à-dire que c'est même exactement D fois D' si on compte bien la multiplicité d'intersections. Et si on compte bien tous les points, même ceux qu'on voit pas. Il y a des points qu'on ne voit pas. Et en fait, si on les compte, ces points, c'est exactement D fois D'. Et montrer ça, c'est déjà une belle application, enfin une belle initiation, à la géométrie algébrique. Et donc j'ai fait ça en fait pendant mon stage. Attends, donc du coup, si je comprends bien, tu t'es lancée sur une thèse. Ouais. Sur un truc où j'avais pas fait de cours dessus. Et que tu connaissais pas avant de faire le stage. Ouais, juste parce que j'ai accroché avec la personne. Ah oui, là effectivement, c'est fort. Et donc j'imagine que j'imagine que si quand tu avais fait ton stage, tu t'étais rendu compte que ça te plaisait pas, tu aurais quand même probablement changé d'avis. Et donc quand tu as découvert ça par toi-même, qu'est-ce que tu as pensé de la géométrie algébrique? Qu'est-ce que ça a réveillé en toi? C'était joli. Après, ça manipulait tout le genre de trucs qui m'amusaient. Il y a c'est plein de structures algébriques. Évidemment, ça s'appelle géométrie algébrique. Donc c'est de la géométrie, comme je viens de le dire, des droites, des cercles, des machins. Mais il y a vraiment une correspondance entre les objets géométriques qu'on peut dessiner et des structures algébriques. Il y a plein de structures. Et donc, on manipule les choses qui m'étaient familières et qui m'amusaient. Et d'un autre côté, ça prouve des choses en vrai. Tu vois, là, je peux te dire, voilà, l'intersection de deux cercles, je déforme un peu, paf, j'ai 4 points et je peux pas en avoir plus. Ok. Et donc, ça, c'était ton introduction, donc pour te familiariser un petit peu avec le domaine. Et alors, donc maintenant, est-ce que tu peux nous raconter de quoi parlait ta thèse? Alors, ma thèse, c'était vraiment motivée par la théorie de l'information, mais on pourrait enlever les motivations. C'était donc, si on doit reprendre l'intitulé de base quand tu soumets un sujet thèse pour avoir du fric, pour avoir un doctorant ou une doctorante, c'était étude du nombre de points rationnels de variétés avec contrainte de plongement sur un corps fini. Ok, les donc auditeurs, plein de les mots. auditrices, restez là. Restez là. Pas, on va y comprendre quelque chose. Donc, penser nombre de points rationnels, c'est pas très compliqué. Imaginez que vous tracez une courbe bizarre, vous prenez votre crayon, vous fermez les yeux et vous griffonnez sur du papier quadrillé. Ok. Et maintenant, vous voulez compter combien de fois votre courbe, elle croise le quadrillage. Globalement, c'est ça. Ok. Sauf que c'est pas aussi simple. C'est pas juste un truc plan et c'est pas juste des trucs qui passent à travers un quadrillage, mais vraiment l'image est la bonne. Et maintenant, c'est se dire, ok, si au lieu de faire ça sur un truc qui est plat, avec un quadrillage, mon truc, c'est pas un truc plat, mais c'est une boule quadrillée. Et le fait que je dessine sur une boule et pas sur un truc plan, ça me fait d'autres contraintes. Et donc, ça me fait un nombre de points qui change. Quand je vais griffonner, je vais probablement pas faire la même chose parce que je vais suivre la courbure de ma boule ou ce genre de choses. Et évidemment que mes courbes que j'étudie, on n'est pas totalement fou, on n'étudie pas des courbes qui sont griffonnées au hasard. Elles ont des structures, elles sont lisses, elles ne se recroisent pas, par exemple. Enfin, voilà, elles ont vraiment des structures bien précises et donc leur imposer des contraintes, ça dit quelque chose sur leur nombre de points. Voilà.
C'est vraiment ça. Et sur un corps fini, c'est vraiment le parallèle de croiser des carreaux. Donc, on a les contraintes de plongement, le nombre de points, on a à peu près tout. Voilà. Ok. Et donc, alors, comment est-ce que tu connectes ça? Alors, Notre théorie de l'information, parce que pour moi, là, ça me paraît être de la magie, hein, honnêtement. je veux bien y croire. Il va falloir que je fasse un détour. On est prêt pour un petit détour, là? Je vais parler donc, il va falloir parler de code correcteur d'erreur. Ok. Ça, c'est un truc qui est utilisé partout dans la vie, mais la plupart des gens connaissent pas. Mais alors vraiment, vous utilisez votre téléphone, n'importe quoi qui écrit, qui lit quelque chose, utilise des codes correcteurs d'erreur. C'est vraiment ajouter de la redondance à l'information pour qu'elle soit comprise. C'est quelque chose qu'on fait au téléphone. Quand vous voulez dicter votre plaque d'immatriculation au téléphone, il y a des lettres qui risquent de trop se ressembler. Au lieu de dire, je sais pas moi, au lieu de dire code, vous allez dire Charlie, Olive, Delta et éléphant, quoi. Et en fait, donc vous avez une information, la lettre, que vous rallongez avec un mot pour que ça résiste mieux au fait que si la connexion est un peu pourrie, on va pas confondre un D et un T, quoi. Oui. Ok. Et ça, en fait, c'est appliqué tout le temps, dans toutes les informations qu'on envoie et qu'on stocke. Donc, quand vous stockez quelque chose, vous enregistrez votre image sur votre disque dur. Votre image, elle n'est pas enregistrée en brut. Elle est enregistrée avec des codes, des blocs d'informations en trop. Parce que si votre disque dur, sa petite tête d'affichage, vous tapez dans votre PC pendant qu'il écrit, et que la tête, elle bouge un peu, et qu'elle grave un 0 à la place d'un 1, eh ben, il faut quand même que ça fonctionne, quoi. Pourquoi un CD qui est rayé jusqu'à un certain point, on arrive à le lire? Parce que la musique, elle n'est pas écrite en brut. Il y a un petit peu plus de code. Et justement, les CD, ça contient des codes qu'on appelle les codes de Reed-Solomon. Je suis très mauvaise en date, mais Reed and Solomon, ça doit être dans les années 60 ou 70. Et donc, l'idée pour encoder l'information, c'est vraiment de la géométrie. C'est de se dire, imagine que tu vas envoyer un couple de nombres, A et B. Au lieu d'envoyer juste ce couple de nombres, tu vas dire que ton A et B, ça te trace une droite, AX plus B, Y égale AX plus B. Et tu vas envoyer plein de couples XY, où Y, c'est AX plus B. D'accord. Donc ça veut dire qu'au lieu d'envoyer juste un couple, exactement. Donc au lieu de recevoir juste un couple, tu reçois des points qui sont censés être alignés. Mais tu sais qu'ils sont censés être alignés. Okay. Le récepteur, il sait que c'est censé être aligné. Donc s'il n'y a pas trop d'erreurs, il dit, bah voilà, je prends la droite majoritaire et je récupère le coefficient directeur, le A, je récupère l'ordonnée à l'origine, le B, et j'aurai mon A et mon B. Donc s'il y a trop d'erreurs, points, on va dire, normalement, si tout s'est bien passé et pas très loin de faire une ligne droite, tu retraces la ligne droite à peu près, et de cette ligne droite, tu extrais les A et B qui te servent à la tracer. Exactement. C'est ça. Mais en plus, c'est même pas, faut pas penser ça au niveau statistique avec régression linéaire. On prend pas la droite la plus proche. C'est vraiment la droite majoritaire. Alors, ça veut dire que la droite majoritaire. C'est-à-dire que vraiment tous tes points passent avec, ils y passent tous, quoi. C'est soit ils sont dessus, soit ils sont à côté. Toi, tu prends pas le truc le plus proche. Tu te dis vraiment, les points, ils sont presque tous alignés, sauf un nombre fini. Ok, d'accord. Ah oui, donc effectivement, c'est pas exactement la même chose. Parce que des fois, si tu fais une régression linéaire, tu pourrais avoir des cas où ta droite, presque, elle est sur presque aucun point, mais elle est suffisamment proche de tout. Exactement. Non, c'est pas du tout ça. Ouais, c'est ça que j'avais en tête, moi, plutôt. Ok. Ouais. Et donc, voilà. Et là, tu envoies un couple. Et alors, si tu vas envoyer un triplet, t'as qu'à faire ça sur une parabole. C'est ton AX carré plus BX plus C, et tu vas envoyer comme ça des points qui sont censés être sur une parabole. Et de la même façon, tu généralises ça en n'importe quel degré. Tu vas envoyer un message de longueur K, tu te dis, ça, en fait, c'est associé à un polynôme de degré K moins 1. Je voulais envoyer un couple, c'est une droite, un triplet, c'est une parabole, et voilà, et je continue comme ça. Et ça marche du feu de Dieu. C'est un code qui marche super bien. Et en fait, si tu veux faire mieux, il faut faire de la géométrie un petit peu plus costaude que des droites dans un plan.
il faut faire des choses qui sont pas sur un plan, qui sont sur des surfaces un petit peu plus pourries. Enfin voilà, si tu veux gagner d'autres choses intéressantes. Alors ces codes vraiment, ils ont une capacité de correction optimale. Ils sont parfaits, on sait les décoder à la perfection et rapidement. Ce n'est rien d'autre que de l'interpolation polynomiale. Quand je dis décoder, c'est vraiment récupérer l'information qu'on voulait, ce triplet par exemple. Voilà, ces codes sont très très bons, mais si tu veux faire des choses avec d'autres visées applicatives, faut sortir de ces codes-là. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ah, mais c'est complètement plus clair. Là, honnêtement, j'y croyais pas trop. Mais là, j'arrive à voir le chemin entre théorie de l'information et géométrie de façon générale et géométrie algébrique dans ton cas. Donc, déjà, merci. Tant mieux. Bravo. Et donc, tu dis ces codes-là sont performants. Donc, toi, c'est les problèmes que tu as regardés, c'est pour ces codes-là ou pour d'autres types de codes? Pour d'autres types de codes, D'accord. en fait. Ces codes-là, ils sont vraiment connus donc depuis les années 70 au moins, et vraiment ils sont utilisés partout. Les CD, vraiment. Donc quand je parle de CD, c'est vraiment la technologie CD, parce que DVD et tout, si on change, même si le support a l'air d'être le même, c'est pas la même façon d'écrire des données. On voit bien qu'on a l'impression sur la même place physique d'écrire un film plutôt que de la musique. Donc mais par exemple vraiment la technologie qu'il y a sur les CD, c'est ça, c'est ces codes-là, c'est les codes de Reed-Solomon qui font que tu peux rayer jusqu'à un certain point ton CD avant qu'il saute. C'est fascinant ça. Tu vois, vraiment, c'est beau quand même. Hein, tu vois, non mais vraiment, je reste toujours émerveillée face à ces trucs. Si tu vas dire aux gens, vous savez que quand vos CD sont rayés, s'ils continuent à jouer de la musique, c'est des maths derrière. Et il y a même un exemple qui est encore plus flagrant, c'est les QR codes. Parce qu'autant les CD, ça commence à dater, mais les QR codes, c'est la même chose. C'est un code de Reed-Solomon qui est le 0 est du blanc, le 1 c'est du noir. Et en fait, c'est juste que il y a plein de vidéos passionnantes sur YouTube là-dessus qui l'expliquent. C'est juste une façon d'écrire un peu enchevêtrer l'information dans le QR code. Il y a quelques informations en plus sur comment on doit le lire. Ouais, les carrés sur le côté, c'est comment les positionner, bref. Mais c'est du Reed-Solomon dedans, c'est tout. Tu veux dire la génération des QR codes et la façon dont on les décode, derrière, c'est les mêmes concepts? Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, tu as des générateurs de QR codes sur Internet. Tu as envie de faire un QR code pour aller vers ta page web. Tu as des trucs qui font ça. Tu tapes ton lien et voilà. Et en fait, donc qu'est-ce qui fait le QR code? Chacun de tes caractères, il va l'encoder en disant un W maintenant, c'est une suite de 0 et de 1. Ok. Il dit cette suite de 0 et de 1, je vais l'encoder grâce à un code de Reed-Solomon. En me disant cette suite, par exemple, elle est de longueur 8, ça va correspondre à une courbe de degré 7. Ok. Et du coup, on fait ça comme ça. C'est vraiment caractère par caractère qu'un QR code, il le lit. Quand on dit c'est un lecteur de QR code. D'ailleurs, quand on les flash, souvent, avant d'aller sur le site web, il nous écrit le site web parce qu'il a rien fait d'autre que de lire. Waouh, je m'étais même jamais posé la question. Donc, tu veux dire que les blancs et les noirs, c'est des 0 et des 1? Il y a un petit masquage qui est fait, mais à peu de choses près, c'est ça. Et que ces 0 et ces 1 correspondent à la traduction de chacune des lettres de... Wow, exactement. C'est magique. Et vraiment, de la même façon. Et vraiment, si ça t'intéresse et que tu as envie de briller en société, il y a vraiment plein de vidéos. En fait, c'est parce que j'ai dû faire une intervention auprès des profs de lycée et j'ai expliqué ça. Je voulais parler des codes correcteurs et donc je savais que les QR codes étaient basés là-dessus et je suis rentrée dedans. Vraiment tous les détails, comment ça fonctionne. Donc il y a des trucs en plus et vraiment ce qui est vachement balèze, c'est qu'on peut lire la capacité de correction du QR code. Je sais pas si tu as fait attention, mais des fois il y a des tout petits QR codes. Ils ont des gros carrés et des fois il y en a vraiment des grands avec des tout petits carrés. Parce que plus il y a de carrés, plus ça corrige. C'est-à-dire que t'as la limite de tu peux poser ton doigt au milieu du QR code et le flasher. Et ça marche et ça marche encore. Oui, c'est ça. Ok. Voilà. Et voilà, au début, c'est que 7% de correction et après, ça va jusqu'à presque 30% de correction. Wow. Eh ben, c'est fascinant quand même tout ça. Ok, super. D'accord, donc ça, c'est en gros, c'est l'essentiel des choses que tu as regardées durant ta thèse. Est-ce que tu as été jusqu'au bout, c'est-à-dire la traduction de comment tes problèmes concrètement aidaient à résoudre les questions posées, ou tu as résolu les problèmes et ensuite d'autres peuvent s'en servir pour aller au bout de ça? Alors concrètement, c'est un bien grand mot dans mon domaine. Par contre, il y avait une vraie motivation, ça c'était en fin de thèse. C'était avec un collègue qui était en thèse d'informatique.
à l'époque, donc on travaillait entre thésards, c'était marrant. Et lui, en fait, il s'intéressait au retrait confidentiel de données, si je peux t'expliquer ça volontiers, ouais. en quelques... Voilà. Donc en fait, c'est de se dire, tu as des données et tu dois les stocker sur un serveur. T'as pas le choix, t'as trop de données, tu dois les stocker sur un serveur, mais t'as absolument pas envie que le serveur il ait des informations sur les données sur lesquelles tu fais une requête. D'accord. Imagine, tu es médecin, tous tes patients sont stockés sur un serveur et ton patient arrive à telle heure, tu consultes son dossier, t'as pas envie que le serveur sache qu'à telle heure, tu as consulté le dossier de Monsieur Dupont. Parce que c'est une fuite d'informations. Ouais. OK ? Donc, tu peux pas faire ça si c'est que sur un seul serveur, parce que si tu télécharges qu'une partie de la base de données, ben, il saura que ce qui t'intéressait, c'était sur cette partie de la base de données. Donc déjà, t'as pas le choix, il faut plusieurs serveurs. Okay. Donc maintenant, la question, c'est, t'as plein de serveurs auxquels t'as pas confiance. Google, Amazon, voilà, plein de serveurs. T'as pas confiance en eux. Et tu fais comment pour récupérer une donnée? Et alors, faut faire preuve d'un petit peu de géométrie. Moi, je suis à moitié italienne, donc j'agite les bras pour Nathalie. Mais pour ceux qui m'entendent pas, il va falloir imaginer. Alors, tu te dis qu'en fait, tes informations, c'est des points que tu mets dans un carré, dans un quadrillage. Okay. Tu quadrilles ça avec tes points. Et ton information, c'est un point. Okay. Et tes serveurs, en fait, ils savent tout ce qu'il y a sur une ligne verticale. Okay. Donc, chaque ligne verticale correspond à ce que connaît un serveur. Maintenant, tu es intéressé par juste un point de ce carré. Tu prends ce point et tu tires une droite qui passe par ce point. N'importe laquelle, au hasard. Tu la tires au hasard et maintenant tu demandes à chacun des serveurs le point qu'il y a sur la droite. Et sur le serveur qui t'intéresse, tu lui fais une requête aléatoire. Ok. Et ben maintenant, si ce point il t'intéressait et que tu as les points d'une droite, et ben en fait, tu vas pouvoir récupérer exactement la donnée qui te manquait. Parce que la donnée va être d'une certaine façon sur la droite. En fait, elle est encodée par un riz de Solomon parce que toute la vie est merveilleuse. Et en fait, il va te manquer un point. Et grâce à ça, tu vas être capable de corriger l'erreur. En fait, tu obtiens un mot avec une erreur et tu le corriges. Mais c'est vraiment la géométrie. J'explique pas comment ta droite peut te permettre de récupérer le point manquant, mais c'est vraiment le fait de distribuer tes points d'une certaine façon qui va te permettre de dire je fais une erreur à l'endroit où ça m'intéressait, mais comme mon information, elle est encodée avec de la redondance, et ben même si j'enlève un point, même si je sais pas ce qui se passe par ce point-là, avec tous les autres, j'arrive à retrouver ce qui me manque. Et cette erreur, c'est ce qui correspond au fait de faire une requête aléatoire, c'est ça? Exactement, ouais. La requête aléatoire, bah j'ai peu de chances de tomber sur le bon point. D'accord. Je fais une requête aléatoire. Et c'est intéressant de le faire aléatoire et pas aléatoire sans ce point. Parce que si t'es un médecin et que tous les jours, tu fais une requête au serveur et que tu tombes jamais sur ce point, peut-être que le serveur, il va se mettre, voilà, s'il est vraiment malveillant. Donc, c'est vraiment aléatoire. Donc, si je comprends bien, tu fais donc, les serveurs, c'est des lignes verticales. OK. Tu fais une requête aléatoire. Donc, c'est-à-dire sur une ligne, tu choisis un point vertical. Non, j'ai un point qui m'intéresse. Je tire une droite qui n'est pas verticale. Qui n'est pas verticale. Ça, c'est important. Donc, et donc, cette droite pas verticale, elle va croiser toutes mes droites verticales en un point. Ça, OK. Pour chacun des autres serveurs qui correspond pas, parce que le point qui m'intéresse, il est sur une unique droite verticale. Bien sûr. OK. Donc, sur tous les autres serveurs, je vais leur demander le point qui est sur cette droite. Mais par contre, au serveur en question qui contient l'information qui m'intéresse, je lui fais une requête aléatoire. Ça y est, j'ai compris. C'était parce que ce qui me manquait, c'était le fait de, sur les autres serveurs, demander les points exactement. OK, donc j'ai compris. Exactement. Donc en fait, donc OK, je la refais et comme ça, ce coup-ci, tu me dis si j'ai vraiment compris. Donc, chacun des serveurs, c'est des droites verticales. OK. Toi, ce qui t'intéresse concrètement, c'est de considérer un point sur une de ces droites-là. On va dire, par exemple, dans notre exemple, c'est la première des droites. Je trace, je sais pas, 6 droites parce que j'ai 6 serveurs et moi, je veux un point précis sur ma première droite. Sauf que pour des raisons de confidentialité, comme tu as dit, j'ai pas envie que le serveur sache que je veux ce point-là. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par tracer une droite qui passe par ce point. Ma droite va couper tous les autres serveurs. Je prends chacun des points que j'obtiens sur mes autres serveurs. Donc, avec ta théorie, en fait, si j'ai chacun de ces points-là, je sais reconstruire
puisque je connais ma droite, donc je sais reconstruire le point que je veux ailleurs. Sauf que moi, je suis maline, du coup, je dis, bon, à tous les autres serveurs, je demande les vrais points de la droite, puisque ceux-là, je m'en fiche qu'ils sachent, ok. Mais à mon vrai serveur, je veux faire comme si je demande un point complètement au hasard, pas celui qui m'intéresse. Exactement. Peut-être celui qui m'intéresse, mais peut-être pas. Mais c'est pas grave, parce que celui-là, je vais le récupérer en traçant ma droite. C'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. T'as tout compris. Ok, c'est magique. Ok, et donc là, c'est magique, mais si deux serveurs communiquent, ils peuvent se rendre compte que leurs points sont... ils peuvent se dire, ah, mais donc, deux points sont toujours alignés, d'accord. Mais s'ils ont un moyen de savoir qu'en fait, c'est sur une droite. Parce que les protocoles, souvent, c'est public. Donc... Et là, en fait, c'est un protocole qui résiste pas à ce qu'on appelle la collusion de serveurs. S'ils se parlent, ils retrouvent la droite, ils ont une information, ils savent, ils ont une idée de ce qui t'intéressait. Absolument. Et donc, évidemment, là, si on est un tout petit peu géomètre, on se dit, on change la droite en autre chose. Si c'est pas une droite, si on se dit 2 serveurs peuvent communiquer, mais quand même 3, ils communiqueront pas ensemble. Bon, au lieu de tirer une droite, on va tirer une parabole. Et on peut faire un truc de ce genre-là. Mais évidemment, pour que tout fonctionne bien. Parce qu'on a quand même dit, j'ai des droites verticales. Je tire une droite qui est pas verticale, elle rencontre toujours en un seul point. Ça, normalement, si vous figurez ça en réel, vous allez dire, mais c'est faux ce que tu racontes. C'est possible que ça se croise pas et tout. Pour que tout marche bien, il faut faire de la géométrie un peu bizarre sur des corps finis. Si on fait ça sur des corps finis, sur des structures algébriques un peu plus contraintes, eh bien, tout ça fonctionne très bien. Et donc, j'ai fait ça avec un collègue, c'est résister à la collusion de serveurs. Quelle est la bonne surface à prendre, au lieu de juste un plan, des droites verticales et tout, pour que ça fonctionne. Waouh, c'est génial. Donc, tu vois, quand j'ai regardé ton profil, le type de maths que tu faisais, etc., alors j'avais vu qu'il y avait des mots-clés très pratiques, mais justement, j'étais vraiment curieuse de voir comment est-ce que ces concepts qui, moi, me paraissent si abstraits pouvaient se matérialiser dans la vie concrète. Et je suis vraiment super contente parce que j'ai bien compris et je suis sûre que les auditeurs auditrices ont compris aussi. Donc, tu nous as convaincus, ça y est, effectivement. Qu'on peut faire de la géométrie et être utile à la vraie vie. Mollo. Là, c'est super intéressant. C'est passionnant et tu racontes ça très bien. Donc, merci pour tous ces exemples qui, une fois de plus, rajoutent de l'eau à mon moulin quand je dis que les maths sont partout et très utiles. Oui. Qui ne sont pas juste beaux. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour écouter la suite. À bientôt dans le prochain épisode.